Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je me déplace, je traverse une frontière, pas très loin de la France, je pars en Suisse à la rencontre de Sophie Julie. Salut Sophie. Hello, comment ça va? Ça va super, je suis très heureux de passer la frontière, de venir faire un petit coucou en Suisse. Et du coup, Sophie, tu es fondatrice d'une société qui s'appelle Mirror. Et du coup qui est une agence de personal branding sur Instagram, mais peut-être que tu fais d'autres choses, tu vas nous expliquer tout ça. Exact, ouais. Non, c'est ma principale activité. Après, j'ai bien sûr du coaching, du consulting et actuellement, je suis en train de finaliser ma formation, donc tout en rapport avec le personal branding. Bon, super. Alors, on reviendra sur ton parcours un petit peu après, mais on va tout de suite commencer par du coup le fameux portrait chinois qui débute généralement l'émission. Et si t'es ok, on y va, c'est parti. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Là, comme ça, je dirais bleu ou noir. C'est compliqué. Est-ce que noir, c'est une couleur? Je pense que oui. Ouais, je sais pas, mais en tout cas pour moi, tout est couleur. Tout est couleur. Ouais, je dirais noir parce que c'est ma couleur préférée. C'était une couleur, c'est jamais un faux pas. On fait jamais de faux pas avec le noir. On prend pas de risque. Ok, on prend pas de risque. Alors, on passe à la deuxième question, qui est si tu devais choisir un livre et un seul, lequel choisirais-tu? Faut que ce soit un livre mindset ou un roman de manière générale. Ah non, il n'y a pas un livre, celui que tu veux, celui qui t'inspire et celui que t'amènerais avec toi en vacances si tu devais en prendre qu'un. Moi, je sais qu'il y a un livre qui m'a beaucoup aidé et marqué. C'est un livre sur la dépendance émotionnelle, qui est un peu la Bible qui m'a fait sortir de l'emprise sous laquelle j'étais, qui m'a fait ensuite me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je dirais le syndrome de Tarzan. C'est le premier livre qui m'est venu en tête. Ok, je connais pas le syndrome de Tarzan. C'est un livre pour les filles, je pense, mais... T'as dit quoi? C'est un livre pour les filles peut-être, beaucoup, parce que c'est une femme qui l'écrit pour les femmes. Mais bon, peut-être si c'est des gens qui sont dans la dépendance émotionnelle, c'est un super livre. Écoute, génial, on en prend note. Si tu étais à un moment de la journée, quel moment de la journée serais-tu? Le matin, parce que j'adore le matin. Je suis super productive, je me lève tôt, je suis une personne du matin, moi. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Empathique parce que je suis très empathique. C'est pas très original, mais ouais. Non, mais c'est bien. C'est une qualité, une belle qualité de pouvoir se mettre à la place des autres et être en capacité de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir pour pouvoir aussi les aider. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Le chat. Est-ce que là aussi je suis originale? Je sais pas. Explique-moi pourquoi le chat. Le chat. Parce que c'est mon animal préféré et que c'est des animaux, je trouve, gracieux et indépendants et ouais, c'est ça. Ok. T'es gracieuse et indépendante alors, c'est ça? Comme le chat. Je sais pas si je le suis, mais en tout cas, c'est des choses que j'aime auxquelles je fais attention. Peut-être pour moi, pour les autres, de manière générale. Si tu étais un mot, quel mot choisirais-tu? Là, comme ça, un mot pour me décrire ou un mot, j'imagine, pour me décrire. Moi, c'est océan, le premier truc qui me vient en tête. T'es loin de l'océan, pourtant. Pas tant que ça. L'océan, oui, mais là, on est juste en face d'un lac. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'eau, je trouve que l'eau, ça apporte de la paix, la paisibilité mentale, tout simplement. Donc, voilà. Ça me va. Moi, j'aime bien l'eau aussi. Moi qui viens de Côte d'Azur, j'aime bien. C'est pas l'océan, mais c'est la mer Méditerranée, mais ça reste de l'eau. Si tu étais un objet, lequel choisirais-tu? Un objet... Là, comme ça, je dirais un bracelet.
C'est marrant comme jeu, j'avais jamais fait ça. Le premier truc qui me vient en tête, c'est un bracelet parce que tu le portes toujours sur toi et pour moi c'est symbolique de quelque chose. Enfin moi les bracelets que je porte, c'est toujours des gens qui me les offrent et du coup ça me rappelle toujours des souvenirs, des bonnes choses, des personnes. C'est des ancrages quoi, c'est des ancrages positifs. Quelle est ta prochaine question? Ah ah. Alors ma prochaine question, c'est si tu devais choisir un sport, lequel choisirais-tu? Je dirais... Ah, j'hésite parce que... je dirais le judo. Le judo parce que j'en ai fait toute ma jeunesse et ça apporte une grande force mentale, je pense. Ok, bah tu pourras nous en parler plus tard, puisqu'on en parlera de mental. Ça a certainement dû influencer tes choix et ta manière de fonctionner. Ça a très certainement beaucoup de valeur dans le judo. Ouais, absolument. Le sport, de manière générale, moi, je trouve, apporte beaucoup au mental. Allez, la dernière, pour clôturer ce petit portrait chinois. Si tu devais choisir un pays, lequel choisirais-tu? Et pourquoi? La France, directement. Pourquoi? Parce que j'ai franchement voyagé dans beaucoup de pays, sans me vanter. À chaque fois, j'en suis toujours venue à la conclusion. J'ai vécu dans plein de pays différents, 3 ans à Montréal, là je suis en Suisse, et j'en suis toujours venue à la conclusion que le plus beau pays, c'était la France. Même si il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui disent qu'elle est français, on est des râleurs, mais c'est un magnifique pays. On a beaucoup de chance, qu'il y a tout dans ce pays, que ce soit au niveau des paysages, que ce soit au niveau de la mentalité, la culture. J'adore la France. Ben ouais, c'est clair la culture. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a de beaux paysages en France. Tu peux vite te balader en France et voir plein de choses différentes, c'est sûr. On a de tout. Yes. Merci beaucoup, Sophie, pour ce petit portrait chinois. Et on va parler un peu de ton parcours pour commencer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours? C'est dur de parler pour moi de mon parcours sans parler des heures, donc je vais essayer d'en parler assez rapidement. Mais ouais, comme je me prédestinais pas du tout à l'entrepreneuriat à la base. Je viens d'une famille de fonctionnaires salariés. Personne dans ma famille n'était entrepreneur, donc c'est vraiment quand je me suis lancée, c'était un peu toute seule. Moi, c'était moi versus le monde. C'était très très difficile parce que j'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais, mais comme quoi quand c'est fait pour nous, on y va. Du coup, j'ai fait 3 ans à la Sorbonne à Paris en communication, 1 an à l'université de Montréal, puis 1 an que je devais faire à HEC. J'ai eu l'école, je me suis lancée, mais j'ai lancé mon business en même temps, puis mon business a tellement pris rapidement que j'ai dû faire un choix entre les deux. Il y a des gens qui sont capables de continuer les deux en même temps, moi j'étais absolument pas capable. Donc il fallait faire des choix et j'ai fait le choix de continuer mon entreprise et aujourd'hui je ne le regrette. Entre mon M1 et mon M2, c'est là où j'ai fait une année sabbatique dans laquelle je travaillais dans l'événementiel. J'étais organisatrice de concerts à Montréal. Au niveau de mes expériences professionnelles, en fait, ça fait des années que je travaillais en freelance en tant que community manager à droite à gauche, mais j'avais pas du tout conscience de la valeur que j'apportais à l'époque et je faisais ça à côté de mes études pour me faire une expérience, mais j'apportais déjà des très gros résultats à l'époque, mais j'en avais pas du tout conscience en fait. Je connaissais pas le marché, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat pour moi c'était pas quelque chose. C'était vraiment 2-3 contacts que j'avais. La fille par exemple qui me faisait mes cils, mes soins de beauté, je lui disais ok tu me les fais gratuitement, on est d'accord ça coûte 150 € par mois là, contre je gère entièrement son compte quoi, vous voyez, on est sur une grosse exploitation, mais à cette époque-là je me rappelle j'avais fait gagner, on était il y a plusieurs années déjà, 2017, 2016 même peut-être où j'avais fait peut-être gagner 1500 followers en 1 ou 2 mois et elle avait pris je sais pas des dizaines et des dizaines de clients quoi, alors que le rapport sur investissement était énorme. Pour elle c'était gratuit, moi ça me faisait une grosse expérience. Donc ouais, je me suis formée comme ça. Après, j'ai fait des stages à droite à gauche, mais ça fait j'ai quand même plusieurs années d'expérience que j'ai eu jusqu'à en fait décider de travailler dans l'événementiel, où j'ai trouvé à cette époque-là mon dream job. C'était vraiment le job de mes rêves. Organisatrice de concert, c'est un job qui est super dur à avoir parce que l'événementiel de manière générale c'est très bouché. Et en plus, c'était des concerts dans le milieu hip-hop. J'avais organisé le concert de Dadju. Enfin bref, c'était vraiment, dans ma tête, j'étais l'apogée de ma carrière. Youhou, la vie est trop belle, c'est génial. Et puis donc on est en février 2020, et puis Covid arrive. Voilà, donc en fait 2020, moi qui travaille dans l'événementiel, Covid arrive et là c'est la fin du monde, c'est la fin dans l'événementiel, ça a été un coup dur, toute l'activité est partie à l'arrêt et en fait du coup j'ai plus ou moins perdu mon emploi puisque je suis jamais retournée dans l'événementiel et puis tout le monde s'est mis en fait comment on appelle ça, en confinement et j'étais toute seule donc à Montréal, à l'autre bout du monde. Cette année-là du coup je décide je vais reprendre les études donc je postule pour le M2, je ne suis pas prise, ce qui est pour moi une chose
que je ne comprends pas parce que j'ai eu un très bon parcours et j'avais des très bonnes notes. Dans une école complètement random qui n'a pas de réputation, je me fais refuser, je ne comprends pas. Donc c'est un peu le début, tout s'enchaîne de manière négative en 2020 pour moi. Là, si on veut parler vraiment de mental, c'est une année où en fait, je perds mon emploi, je ne suis pas acceptée dans l'école que je veux, je suis toute seule à l'autre bout du monde, je suis confinée, je suis loin de ma famille, j'ai des problèmes de papier. Donc si je pars en fait du Canada, je ne peux pas revenir, je ne suis pas sûre de pouvoir revenir. J'ai des problèmes au niveau de ma famille, enfin pas de ma famille, mais c'est-à-dire que mon grand-père décède, donc je suis toute seule à l'autre bout du monde. Mon grand-père qui était une figure très très importante pour moi, et j'ai des gros conflits avec mon entourage à cause, donc je me retrouve vraiment seule à cause d'une relation toxique justement dans laquelle je rentre, parce que je pense que c'est tous les événements qui m'ont poussée à mettre avec un mec à l'époque qui était extrêmement toxique, ou en tout cas je sais pas si on peut dire que j'étais toxique, mais nous deux ensemble c'était très toxique, et je me retrouve isolée de tout, toute seule à l'autre bout du monde avec absolument rien qui va dans ma vie à tous les niveaux. Et c'est tellement dur pour moi cette période-là qu'en fait ma vie entière est tournée autour de ce mec qui me rend malade, et j'en deviens malade mentalement et physiquement. C'est-à-dire que j'étais tellement mal, en fait je fais une très grosse dépression, ce qui n'est pas du tout dans mon tempérament, et je suis quelqu'un qui a vraiment la joie de vivre, donc c'est un très gros coup dur pour moi, au point où en fait tout le haut de mon corps qui est bloqué. C'est-à-dire que je peux être allongée sur mon lit à regarder le plafond des journées entières et à ne pas pouvoir bouger tellement j'ai mal. J'ai mal tout en haut, le haut de mon corps, tellement je fais de l'anxiété, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules. Et c'est ça que ma vie se résumait à ça en fait. J'avais plus de but dans la vie. Je voulais, à cause de mes problèmes de papier, je pouvais pas trouver de travail. Et quand j'ai eu les problèmes de papier qui commençaient à se résoudre, j'ai envoyé des centaines de CV, personne voulait de moi, alors que j'étais persuadée d'avoir un talent en fait. Ça a été à tous les niveaux super compliqué. Donc là, je fais de l'hyperventilation aussi. Je fais tellement je suis malade mentalement que ça à tous les niveaux. Donc là, j'en peux plus. On est, disons, fin 2020. Ça fait une année entière que à tous les niveaux, je souffre. Forcément, plus de travail, plus d'argent, plus de perspective d'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Enfin bref, tous les niveaux de ma vie, je suis toute seule face à toute cette marée de choses nulles. Donc là, j'essaie que ça va plus, qu'il faut que je reprenne ma vie en main. Mais à l'époque, ça me paraissait impossible. Je me disais, mais comment je vais me sortir de là? La première chose déjà que je fais, c'est de comprendre ce qui m'arrive. Donc je vais voir un médecin. Je lui dis, j'en peux plus, j'ai mal, il faut que je prenne quelque chose. Donc c'est là où il me prescrit des antidépresseurs, et qui honnêtement, donc c'était les plus faibles du marché, mais ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Ça va me permettre de plus être dans la souffrance continuellement, de pouvoir me libérer l'esprit, parce que quand on a mal dans tout le haut du corps, on a aussi mal à la tête. Donc c'est une souffrance physique continue liée à la situation mentale dans laquelle j'étais. Et finalement, grâce à ça, je me suis dit de commencer justement à m'ouvrir, et c'est là où je lis le fameux syndrome de Tarzan qui m'ouvre les yeux sur ma situation, sur ma dépendance émotionnelle, sur tout ce qui se passe dans ma vie. Et là, pile en plus à ce moment-là, ce fameux mec avec qui je suis, avec qui c'est extrêmement toxique, mais alors à un niveau pour en parler des heures quoi, vraiment pas une bonne personne, et qui me demande un break. Moi, quand on est dépendant, vous imaginez bien, le monde il tourne autour de cette personne-là, et quand cette personne te demande un break, c'est comme si le monde s'arrêtait. Et c'est là où en fait je tombe tellement bas dans ma vie, je pense au plus profond de ma vie, où j'ai jamais été aussi bas, tellement il y avait rien qui allait bien en fait, c'était pas que lui, mais voilà. Mais là je me dis ok, ça va plus, je prends mon courage à deux mains et je décide de me booker un vol pour le Mexique depuis Montréal. Donc c'est juste à côté, c'est à 3 heures, mais à l'époque quand on voyageait, on était super mal vu, c'est-à-dire que c'était moi versus le monde quoi. C'était je voyage, je pense qu'à moi, j'ai la Covid, machin, mais là je peux plus en fait. Il faut que j'arrête de penser aux autres, de penser à ce qui se passe, là faut que je pense à moi, parce que si ça continue comme ça va très mal finir. Et donc là du coup je décide de partir au Mexique dans ce grand moment de désespoir, et quand je pars là-bas, je commence enfin en fait à vivre pour la première fois de ma vie, je pense, pour moi réellement. J'étais tellement pas bien que j'avais arrêté de manger, puis là je recommence à manger. J'étais tellement pas bien que je parlais plus à personne, je recommence à parler à des gens déjà. En fait je recommence à faire les choses pour moi, et forcément vous imaginez, on est à Montréal l'hiver, en février, donc en février, je veux dire en fin de l'année, donc à cette période-là il fait vraiment très froid, et là j'arrive, donc il fait chaud, c'est la chaleur, je parle enfin à des gens, je vois des gens, je revis en fait, et en 3 jours top chrono, mais à quel point en fait commencer à prendre
une décision pour soi-même, ça peut changer une vie. Et ben, je refais une rencontre au bout de 3-4 jours, là, dans mon resort tout inclus au Mexique. Moi, je suis une backpackeuse, les resorts tout inclus, mais là, j'avais pas le choix. Je devais prendre du temps pour moi, uniquement pour moi. Et je rencontre cette fameuse fille qui me dit, écoute, donc on est en 2020, début du décembre 2020. Je rencontre cette fille, elle me dit, mais moi, je suis coach business et je gagne 200 000 euros par an. Moi, je dis, mais comment tu fais? Non seulement elle gagne très bien sa vie, mais elle voyage dans le monde entier, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, elle a la vie que je rêve d'avoir. Et cette fille-là, en fait, en la rencontrant, elle va m'inspirer. Elle va pas m'aider parce qu'elle m'a pas donné un cours, rien, elle m'a juste dit ce qu'elle faisait et ça m'a ouvert les yeux sur un champ des possibles à laquelle j'avais même pas idée que ça existe. J'avais même pas idée que ça existait tout ça en fait, qu'on pouvait entreprendre et réussir. Et elle m'explique ce qu'elle fait, d'où elle est partie et tout, ça m'inspire et je me dis je veux faire la même chose. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me dis ok, je prolonge mon voyage d'une semaine, j'en ai besoin. Donc je prends le risque de prolonger d'une semaine. Je me dis pendant cette semaine en plus, je vais continuer de vivre, vraiment me faire du bien, faire des choses pour moi et en rentrant, je me lance. Je rentre le 16 décembre, je pense 2020. À quel point ça peut aller vite dans une vie, parce que ça faisait 1 an que je vivais l'enfer. Et puis je rentre donc je me lance, voilà, parce qu'en fait il y avait je crois une quarantaine de 2-3 jours à cette époque-là quand on rentrait au Canada, donc il faut le compter ce temps-là. Mais en 3 jours top chrono, quand je rentre chez moi, je lance mon site. Moi, faut savoir que je suis une noob absolue, je suis nulle, mais je sais pas ce que je fais. Je reçois une motivation là comme j'ai jamais eu. Je lance mon site en 3 jours top chrono. Je me lance sur Instagram le 20 décembre 2020 et là ça a été voilà, ça n'a jamais arrêté d'aller bien en fait. Donc si je peux compter, on peut se dire au bout de 2 semaines, je trouve mon premier client. Bon, c'est le fait que j'ai eu de l'expérience, ça aide, on s'entend. Au bout de 3 semaines, j'attends les 1000 followers sur Instagram. Au bout de 6 mois, je suis donc de coaching Instagram et de consulting et de tout. Je décide de lancer mon agence et au bout, en fait, donc 6 mois, je lance mon agence qui prend tout de suite un premier client, qui me rapporte un deuxième client, qui m'apporte un troisième client. Ça ne fonctionne que grâce au bouche à oreille, grâce à la force des résultats. Et au bout d'1 an, en fait, donc on est au bout de 8 mois d'abord, j'atteins mon dream CA qui va être de 10 000 euros par mois, qui est très dur à maintenir dans la niche de la communauté, enfin dans ma niche, par contre, que je précise, que j'ai pas toujours maintenu, mais que en tout cas j'ai atteint ce mois-ci. Et au bout de 1 an, j'ai du coup 10 000 abonnés sur Instagram, 10 clients mensuels qui renouvellent à chaque fois, une agence qui est pérenne avec tout qui se passe en tout cas très bien dans ma vie. Donc là on est en fait là puisque moi je me suis vraiment lancée début 2021, donc on va dire donc fin 2021, il y a donc 6 mois. J'ai atteint en fait la limite de tout ce que je voulais accomplir, je l'ai atteint en 1 an. Voilà, j'ai fixé mes objectifs, je les ai atteints. Maintenant il faut que je passe à la deuxième étape. Et donc les 6 premiers mois de cette année-là, ça a été une très grosse remise en question. Donc j'ai maintenu mon agence, j'ai maintenu mes clients, j'ai continué d'avoir des résultats excellents, mais ça a été une grosse remise en question sur ce que j'allais faire pour passer à la phase 2 maintenant. Ok, maintenant il faut que je scale. Je suis à un niveau où j'ai trop de demandes, je peux plus gérer. Soit je continue le même business model, il me faudrait genre 100 clients pour atteindre 100 000 euros de CA par mois, soit je change de business model. Donc dans quoi je pars? Et les 6 premiers mois de cette année-là ont été mentalement entre guillemets très difficiles parce qu'il a fallu que je trouve réellement au fond de moi ce que je voulais faire. Et j'ai trouvé là en juin. Et ça fait du coup depuis juin que je bosse sur mon nouveau projet de formation, à savoir que j'avais beaucoup de choses en tête. Est-ce que je partais sur faire la formation parce que tout le monde fait de la formation? Est-ce que j'étais légitime? J'avais plein de questionnements. Et au vu des résultats que j'ai eu cette dernière année qui sont juste hors normes par rapport à toute la concurrence que j'ai sur mon marché, je me suis dit ce serait pas normal que je me prive de faire ça alors que je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et donc voilà, ça fait 1 mois que je travaille sur mon projet de formation maintenant, qui va sortir à la fin du mois d'août. Je préfère parce que en septembre tout le monde va y avoir trop de concurrence, je pense. Et voilà, c'est là où j'en suis et c'est comme ça que c'est là où j'en suis aujourd'hui en tout cas. J'essaie de faire. Ouais, t'essaies de faire court, mais franchement, je t'ai écouté attentivement et je trouvais ça hyper intéressant sur le plan mental, tout simplement, à te relever, à avoir de la résilience, à t'élever et puis surtout à trouver ton why et ce que t'avais envie de faire, quoi. C'est ça. Et par hasard, parce que j'étais trop étroite d'esprit. Vous savez, comme on dit, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on passe des moldus à sorcier, quoi. On arrive à
Poudlard, on arrive dans un monde qui est différent de tout ce qu'on a connu, et c'est le fait de pouvoir m'ouvrir l'esprit qui a fait que j'ai pu me lancer. Et ensuite, moi j'ai quelqu'un dans ma vie qui a quand même des facilités. Je suis quelqu'un de très discipliné. Ma vie, j'ai été disciplinée. Je décide de fumer, je fume. Je décide d'arrêter de fumer, j'arrête de fumer. Je décide de faire du sport, je le fais. Je m'y tiens des mois. J'ai toute ma vie, en fait, j'ai eu peu de entre guillemets de choses qui peuvent caractériser mes qualités, mais ça, si c'en est bien une, c'est la discipline. Et quand je me suis lancée, je me suis dit, tu t'en fous, tu as parlé dans le vide, tu as peut-être foiré, tu as peut-être raté, mais tu vas publier tous les 2 jours sans exception. Tous les jours, je sais que j'aurais été incapable. Je me suis fixé quelque chose que je savais que j'étais capable de faire, et tu vas le faire, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que tu puisses pas, tu ne loupes pas un jour. Et franchement, pendant 1 an, je pense que j'ai loupé juste une semaine parce que mon compte a été bloqué, pour une erreur. Mais c'est la seule fois où j'ai loupé, en fait, pendant la première année, cette création de contenu. Et j'ai fait, en fait, quelque chose, parce que je suis pas, en fait, on lit tellement de choses sur Internet et de conseils que ce que je veux préciser, c'est que j'ai fait quelque chose qui me correspondait. J'aurais pu me lancer sur 3 plateformes en même temps ou choisir une autre plateforme par exemple LinkedIn, qu'on recommande souvent pour se lancer dans le business ou ce genre de choses. Mais si j'avais fait ça, j'aurais jamais été aussi épanouie et j'aurais jamais appris comme j'ai appris. Je pense qu'il y a des étapes dans son business et qu'il faut pas vouloir aller trop vite et qu'il faut prendre le temps de mettre les fondations. Et quand, en tout cas, voilà, être constant, c'est la clé entre guillemets du succès, parce que pour moi, je suis encore très loin de mes objectifs. Mais je peux dire que par rapport à ceux que je m'étais fixés il y a 1 an, je les ai atteints. Donc, on peut appeler ça un succès à mon niveau. De m'être mis des objectifs et de m'être écouté et d'être allé lentement, alors que tout le monde autour dans ce monde nous dit d'aller vite, que si on n'est pas millionnaire à tel âge, on est des ratés, que si on n'a pas atteint notre chiffre d'affaires, et si ça met 15 ans pour l'atteindre, c'est pas grave en fait. Il faut juste s'écouter et aller à son rythme, parce que j'ai vu trop de gens vouloir aller trop vite. Et non seulement c'était pas bon pour eux, mais ils sont tombés dans l'échec alors qu'ils auraient pu éviter ce genre d'échec. Mais en plus de ça, ils se sont créés une mauvaise réputation à leur début parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Alors que la réputation, c'est un pilier du succès, clairement. Parce qu'en fait, il y a toute cette la notoriété, c'est important. Et oui, l'idée de l'effet cumulé, en fait, tu vois, que peut-être tu vas travailler pendant des mois sur des choses qui sont super dures, que t'as l'impression ne t'apporte rien, pour obtenir un succès en fait du jour au lendemain, parce que ça fera des mois que tu ne verras peut-être pas, mais que t'auras quand même été discipliné, t'auras quand même fait les choses, et que justement t'auras pas fait d'erreur parce que tu seras allé à ton rythme aussi, très important. Et oui, la notoriété, pour moi, c'est pas forcément, malheureusement tout le monde n'a pas forcément cette qualité de discernement là, mais c'est pas forcément avoir 100 000 abonnés, parce que moi j'en connais plein qui ont 100 000 abonnés et c'est des quiches. Leur formation elle valent que dalle et ils sont juste bons à se mettre en avant eux-mêmes, et c'est en fait eux-mêmes des influenceurs. La notoriété, c'est la réputation, voilà, qu'on a vraiment dans le business, qu'on a été capable d'apporter aux gens. Moi je vois des gens qui aujourd'hui trouvent des clients parce qu'ils ils ont de la notoriété, mais ils ont jamais apporté un seul résultat aux clients qu'ils trouvaient. Donc avoir des clients, c'est facile pour moi, hein, c'est pas le plus compliqué, mais c'est les garder en fait qui est le plus compliqué. Demain on peut tous raconter n'importe quoi et se mettre en avant et trouver des clients en fait. On peut même s'inventer, faire des faux avis et trouver des clients. Mais qu'en est-il vraiment des résultats qu'on apporte? C'est ça qui est le plus difficile, je pense. Ouais, t'as entièrement raison. Ce qui est important, c'est déjà, c'est d'être c'est de se regarder dans le miroir tous les matins quand tu te lèves et te dire, moi, je fais ce que j'aime et j'amène, on va dire j'amène de la qualité et on va dire des choses bénéfiques aux gens que j'accompagne, et ensuite, du coup, les aider à avoir des résultats. Donc c'est juste chouette, quoi. C'est juste chouette. Yes, exact. On est là pour parler de ton mental, donc du coup, si tu devais définir le mot mental, comment le définirais-tu, toi, ce mot? Moi, je suis pas bonne dans les définitions. Pour moi, c'est l'ensemble des pensées que l'on a dans la vie. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu te prépares mentalement par rapport à des événements, ou est-ce que tu t'es préparé mentalement, ne serait-ce que quand tu organisais des événementiels, par exemple? Oui. La préparation mentale, pour moi, c'est une grosse partie de moi. J'ai toujours envié, tu vois, les gens qui peuvent se dire, je fais un truc et ils le font. Moi, je suis pas capable de faire ça. Et je suis honnête, hein, je suis pas cette personne-là. Ces gens-là, ils sont nés avec des facilités, ils ont de la chance. Moi, je suis une personne, quand je vais faire quelque chose, j'ai besoin de me préparer mentalement. Là, par exemple, mon projet de formation, je l'ai préparé pendant des mois. Ça fait 6 mois que je me prépare mentalement pour le faire. Et j'ai commencé vraiment à passer à l'action il y a 1 mois. Mais à quel point, en fait, la préparation mentale est super importante, parce que j'ai toujours été comme ça, même au travail, même quand j'étais à l'école. C'est-à-dire que je sais pas si c'est un défaut,
c'est bien, c'est pas bien, hein. Mais j'avais besoin de me préparer. Par exemple, je savais que j'avais un devoir, j'allais me préparer une semaine et j'allais le faire en 24 heures, du jour au lendemain, pour la veille pour le lendemain, tu vois. Mais alors que je savais qu'il fallait que je le fasse, mais il fallait que je me prépare à me dire ok, je vais travailler sur ce sujet, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Que si je l'avais commencé une semaine avant, j'aurais été 10 fois moins productive. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler, ça c'est sûr, mais il y a celle qu'on comprend, celle qui nous correspond, et il faut jongler avec nos forces, et savoir du coup quelles sont qu'est-ce qui nous caractérise, et embrasser à 100% ce qui nous caractérise. Parce que tu vois, pendant longtemps, on m'a reproché que la manière dont j'agissais, elle était pas normale, et ça sur plein de niveaux. Oui, mais tu devrais t'y mettre à l'avance, ce serait beaucoup mieux, tu serais plus productive. C'est sûr que si je travaillais pendant ces 24 heures la veille pour le lendemain, comme je travaille comme ça pendant une semaine, ça aurait été mieux, mais j'étais pas capable, et j'ai essayé et ça ne fonctionnait pas sur moi, et je me culpabilisais parce que je n'y arrivais pas et que ce serait sans doute mieux. Et ce que j'ai réalisé au fur et à mesure du temps, et grâce aussi à l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait il faut pas se culpabiliser parce qu'on n'est pas comme tout le monde, ou parce qu'on a un cerveau qui fonctionne différemment, ou parce qu'on fonctionne tout simplement différemment, mais bien comprendre ce qui nous caractérise, nos forces et nos défauts, et assumer à 100% qui on est, et aller all-in dans cette manière-là de travailler. Donc oui, je me prépare mentalement. Je me suis préparée mentalement quand j'étais au Mexique pour pouvoir me lancer. Je me suis préparée mentalement pour pouvoir arrêter de prendre des clients là ce mois prendre beaucoup moins de clients. J'ai divisé par 3 mon nombre de clients pour pouvoir me concentrer à fond sur mon nouveau projet. Donc je pense que la préparation mentale, elle est ultra importante, en tout cas pour moi, mais pas pour tout le monde. Et ça peut être, je sais pas si je connais des gens vraiment qui se disent je me lance sur un projet et qui du jour au lendemain ils le font, mais est-ce que c'est parce que peut-être c'est dans leur personnalité? Est-ce que c'est parce que ça fait des années qu'ils sont préparés en fait et qu'ils ont juste besoin de passer à l'action? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que la préparation mentale, elle est essentielle. Quand on voit par exemple sur LinkedIn toutes ces personnes qui disent je me suis lancée dans la création de contenu, j'avais peur de le faire et je l'ai fait. Ces gens-là, même s'ils se le sont lancés, ils se sont forcément préparés à faire face à des critiques, à faire face à leur entourage, à faire face aux gens, à faire face à beaucoup de choses, et donc peu importe qu'on ait conscience ou non qu'on a une préparation mentale qui est nécessaire, ou alors qu'on l'ait faite il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on a réussi du jour au lendemain à prendre des décisions, à passer à l'action, il y a une préparation mentale qui arrive à un moment dans notre vie, qu'elle soit lors de l'adolescence, qu'elle soit 6 mois avant de lancer quelque chose, mais il y a un moment où on a besoin de se préparer mentalement. Parce que si on se prépare mentalement, on est dépassé. Et être dépassé, ça amène toujours à de la non-gestion, ça amène toujours à mal gérer quelque chose, et qui fait que on se rate en fait. Et je pense que je tiens ça de l'événementiel. De manière générale, moi dans ma vie, je laisse très peu de choses au hasard. Et ça, parce que justement, et la préparation mentale, elle aide. La préparation de toute manière, de manière générale, elle aide à tous les niveaux. Je pense pas qu'il faut être 100% ready pour se lancer, ça c'est complètement faux. Au contraire, il faut se lancer, mais si on se prépare pas mentalement, on laisse une ouverture à beaucoup de choses négatives en tout cas. Donc c'est bien de se préparer, pas trop, mais un minimum. Ok. La préparation, tu fais quoi exactement? Moi, j'ai une manière très particulière de le faire. Ma préparation personnelle, elle se trouve sur le temps que je vais passer sur moi, pour moi, et à m'écouter. Il y a des gens, je prends l'exemple de mon copain, quand il se prépare, il va faire des méditations, il va visualiser. Voilà, moi en tout cas, comment je me prépare, c'est en me posant énormément de questions sur mes intentions, ce que je veux vraiment, en m'écoutant. Et la deuxième chose, ça va être de préparer le terrain. C'est-à-dire que si demain je veux lancer une formation, comme ce que j'ai fait, la première chose, ça va être me préparer mentalement à comment on appelle ça, m'autoriser. Moi, c'était une question donc se préparer mentalement, ça veut dire s'autoriser, ça veut dire voir toutes les choses au niveau justement du mindset qui peuvent nous arriver dans la vie. Moi, je m'autorisais pas à gagner de l'argent, je m'autorisais pas à être connue, je m'autorisais pas à beaucoup de choses dans ma vie. Les 6 derniers mois, j'ai dû travailler ça en justement m'autorisant à ce que des choses m'arrivent dans la vie, parce que si on s'autorise pas, il y a rien qui peut nous arriver, parce qu'il y a rien qui arrive au hasard dans la vie. Il y a pas de chance. La chance, on la provoque. Donc toute la partie mentale sur ça, sur ce que je voulais vraiment, et ensuite sur une fois que je sais ce que je veux, c'est sur le fait que je m'autorise à obtenir ça. Ensuite, la partie d'après, ça a été de faire des recherches techniques sur ce que j'allais faire, parce que c'est bien, mais en fait la meilleure manière de se rassurer, c'est de voir que finalement c'est pas aussi difficile que ça. Et donc j'ai fait des recherches sur comment j'allais faire, comment je m'y prendrais, et pour ensuite arriver au point où un jour je me suis dit ok, à partir de telle date précisément, moi c'était quand je retournerai en Suisse, parce qu'avant j'étais en vadrouille, c'était trop compliqué. Quand je rentre en Suisse, je vais être calme, je vais être posée, je vais me lancer, et c'est ce que j'ai fait. Et depuis là je suis à fond, mais il a fallu 6 mois
entier, les 3 premiers mois, je me rappelle, c'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je veux vraiment faire ça, est-ce que ça me plaît, je savais pas, je me disais, tiens, en ce moment, l'agence, ça me plaît pas, est-ce que c'est parce que, je n'aime pas ce business model. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas les clients que j'ai? Pourquoi en fait me poser plein de questions sur ce que je voulais? Une fois que j'ai trouvé ce que je voulais, il y a toute la partie mais je suis pas capable. Est-ce que je vais être capable d'y arriver? Donc se dire qu'on est capable d'y arriver, ça demande de la préparation mentale. Se dire que on peut s'autoriser parce que parfois on peut se dire capable mais on s'autorise pas réellement. Moi je viens j'avais, je vous rappelle la dépendance émotionnelle. Et qui dit dépendance émotionnelle dit que j'étais quelqu'un qui aime même faire du mal. Donc ça en disait, j'ai beaucoup de choses que j'ai dû travailler sur mon mental, comme le fait que je me suis jamais autorisée vraiment à réussir. Ça fait que même quand j'ai atteint au bout d'un an le succès que j'ai voulu obtenir, je l'ai fait pas parce que je m'autorisais, mais parce que la force de ma compétence me l'a permise. Parce que j'ai pas travaillé sur moi, mais j'ai travaillé sur la compétence que j'avais. Donc forcément, quand on, entre guillemets, on décide qu'on va être le meilleur dans son domaine, l'expertise va parler d'elle-même. Mais arrivé à un certain point, quand on est arrivé en haut, que là, on a toute l'expertise du monde, si nous-mêmes on travaille pas sur nous, ça ne peut, il y a plus rien qui peut se passer en fait. Et moi, j'étais pas quelqu'un qui m'autorisait à avoir de bonnes choses dans ma vie. Et il y a que depuis récemment que j'ai compris ça et que par exemple, j'avais peur. Vous savez, moi, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée, on va dire officiellement, voilà. Mais je m'autorisais pas. Je gagnais des followers et j'avais peur. C'est un exemple tout bête. Je ne m'autorisais pas, j'avais trop peur. Je gagnais des followers, je me disais mon Dieu, je gagne des followers, je veux pas, j'ai peur de montrer aux gens, j'ai peur de ce que ça peut impliquer, j'ai peur. Et donc en fait, je postais le minimum de mes capacités, ce que je pouvais faire, prouver aux gens que bon, attends, faut un minimum de logique dans ce que je fais, faut un minimum que je prouve que si je suis une agence un peu de personal branding et de croissance, je prouve que je suis capable de me grossir moi-même. Donc je faisais le minimum syndical et ça marchait, mais j'ai jamais assumé pleinement ces choses-là parce que je m'autorisais pas à briller, tout simplement. Je m'autorisais pas à gagner de l'argent, je m'autorisais pas à montrer que j'avais une expertise, je m'autorisais pas à me positionner par aux autres, je m'autorisais pas toutes ces choses-là. Donc en tout cas, 3 premiers mois, on va dire, ça a été pour trouver vraiment ce que je voulais, et faire un diagnostic sur d'où venaient les problèmes que je ressentais, est-ce que je veux scaler, mais comment je veux faire, répondre à ces questions-là. Les 3 mois d'après, pour m'autoriser à, entre guillemets, à briller et me conditionner mentalement à aller chercher tout ce que je veux chercher. Grosse sortie de zone de confort, parce que faire ces formations-là, pour moi, c'est très très difficile parce que ça implique beaucoup de choses et je suis pas quelqu'un qui est à l'aise face à une caméra. Voilà. Donc beaucoup de choses, il a fallu que je me conditionne et maintenant on est dans la phase d'après qui va être les 3 premiers mois pour passer à l'action et ensuite promotionner, vendre cette formation et ensuite les 3 prochains mois d'après seront sur une prochaine étape et à partir de l'année prochaine, j'ai déjà prévu, puisque je me prépare, que j'allais lancer, j'ai déjà prévu d'autres projets que je veux lancer qui me tiennent à cœur parce qu'en fait là ce que je fais étape par étape, je fais pas tout en même temps et ça je pense vraiment que c'est une bonne chose, c'est de pas être sur tous les tableaux en même temps et j'ai pas peur. En fait, ce qui est très très mentalement, là, il y a un truc que je pense va résonner avec tout le monde, c'est de se dire oui, mais ça se trouve on manque une opportunité. Oui, mais ça se trouve ce qu'on fait, ça. Moi, en tout cas, j'ai pris le choix d'aller lentement. J'ai pris la décision d'aller lentement et de l'assumer à 100% et de faire les choses étape par étape. Et la concurrence ne me fait pas peur. Je ne suis pas déstabilisée par le fait que peut-être que là, ce temps que je prends sur un projet, c'est pour ensuite. Je préfère faire les choses bien, à ma manière, peu importe ce qui se passe autour de moi, et me conditionner constamment à me dire et me répéter que je le fais à ma manière, que c'est comme ça et qu'il faut pas que je me compare aux autres et que c'est pas parce que quelqu'un l'a fait plus vite ou que quelqu'un l'a fait différemment qu'il faut que je le fasse. Il faut le faire à sa manière, de la manière dont on se sent le mieux et je me conditionne constamment, je me répète constamment, je ne suis jamais déstabilisée parce que je vois des gens avoir des meilleurs résultats ou aller plus vite, etc. parce que je sais comment je fonctionne. J'ai conscience de ma valeur et qui fait qu'en fait ça arrive avec le parfait mix de lentement mais sûrement et je ne fais pas d'erreurs entre guillemets. J'ai des échecs, bien sûr qu'il y en a, mais faire des erreurs comme ça de parcours, non, parce que je prends le temps d'avoir la vision et de me conditionner et je pense, d'ailleurs je vais faire un post sur ça prochainement, et je suis persuadée que la concurrence c'est un mythe, vraiment, et que du coup, voilà, c'est l'année prochaine je me lance sur d'autres projets et que je sais que je vais le faire et que je suis pas pressée et qu'aujourd'hui je suis à fond sur le projet que j'ai, que je fais les choses étape par étape et voilà, les autres projets que j'aurai, ce sera peut-être de lancer une marque.
j'avais un autre projet, je l'ai oublié carrément. Pourtant, j'ai vraiment envie de le faire. Ah oui, je voudrais peut-être aussi lancer une conciergerie. Enfin, j'ai plein de petits projets là comme ça. Et en fait, me drive et que mentalement, c'est de me mettre des objectifs. Des objectifs, c'est-à-dire que les moments où j'avance pas dans ma vie, c'est les moments où je sais pas où je vais, je sais pas pourquoi je fais les choses et je sais pas, et du coup, je saurais pas comment. Mais avoir un pourquoi et savoir des objectifs et savoir où on va égale lentement mais sûrement, mais un jour vous arriverez au succès, quoi. D'où l'idée de l'effet cumulé. Et donc là, ce début d'année a été, les gens peuvent voir que j'ai stagné. Moi, je le vois comme quelque chose qui a été essentiel dans la progression de mon business et j'en suis persuadée. Et en fait, du coup, enfin voilà. Du coup, je pense que se préparer mentalement, c'est essentiel. J'ai parlé longtemps là, mais tu dis les gens peuvent voir que t'as stagné, mais ça c'est juste une interprétation de ce que tu penses, quoi. Mais c'est pas forcément le cas, tu vois. Souvent, voilà. Enfin, je veux dire, on peut penser ça, mais c'est pas forcément ce qui est dans la tête des gens. J'ai une super question à te poser. Ouais, c'est vrai. En fait, la question qui me vient, c'est finalement, tu pars de loin et t'as acquis avec le temps une super confiance en toi pour te lancer dans plein de choses. Comment t'as fait pour acquérir cette confiance qui t'a vraiment permis de te lancer, de construire tes projets? C'est une super question parce que c'est vrai que moi, à la base, je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en soi. Mais à un point, si tu veux des anecdotes, que je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'appelais mes copines en pleurant, mais des heures au téléphone en leur disant que je ne m'aimais pas, que je me détestais, que je voulais changer de physique, que je voulais changer à ce à quoi je ressemblais, que je voulais être une autre personne, que je voulais pas être qui j'étais. Et ça m'a suivi pendant très très longtemps. Et la confiance, en fait, et pour dire à quel point je ne m'aimais pas, tu vois, ça c'est vraiment un sujet qui est super intéressant. Je ne m'aimais pas au point de sortir avec quelqu'un que je savais qui me faisait du mal, mais je m'aimais pas au point où de toute façon je pensais que je ne méritais pas qu'il m'arrive des bonnes choses. Vraiment, et je ne m'aimais pas, c'est vraiment le mot, parce que pour se laisser infliger ce que j'ai infligé, c'est vraiment qu'il faut ne pas s'aimer. C'est le truc que j'ai à dire. Parce que, et en fait, en sortant de mon processus de rétablissement par rapport à justement cette époque de ma vie, là, m'a fait prendre confiance en moi et de ma valeur. Je me rappelle, j'étais avec un mec qui me traitait comme une merde, si c'est le terme qu'on peut donner, et à côté, j'avais mon business qui tournait, parce qu'en fait, après, j'ai oublié de préciser, mais après, quand je me suis lancée dans mon business, je me suis finalement, au début de l'année, je me suis remis avec lui quelque chose comme 3-4 mois, et j'avais mon business qui pétait, tu vois, j'avais des clients de tous les côtés, je gagnais des followers, je devenais une référence dans mon secteur, donc j'étais pas adulée, mais j'avais écrit une base fan solide de personnes qui admiraient mon talent. Et en parallèle, j'étais avec ce mec qui était un gros connard avec moi et qui me répondait même pas, tu vois. Genre, à quel point il en avait rien à faire de ma tête. Là, je me suis dit, mais attends, mais comment d'autres personnes peuvent m'aimer plus que moi je m'aime, et comment je peux me laisser une personne me traiter comme ça? Et donc, c'est dans ce processus de rétablissement, déjà, donc, sentimental au niveau de moi-même, du fait que je dois m'aimer plus que j'aime quelqu'un, le syndrome du sauveur, là, tous les trucs comme ça, là, c'est pas bien, c'est pas stable. On n'est pas équilibré quand on est comme ça. Il faut s'aimer plus que l'on aime quelqu'un. Et donc maintenant, en fait, et quand j'ai compris ça, parce que le dire c'est bien, mais l'intégrer c'est autre chose. Et quand je l'ai réellement intégré, je me suis séparée de cette personne, et peu importe à quel point ça a été dur et j'avais envie de retourner avec cette personne, je me suis dit non, tu t'aimes plus. Et tant que cette personne-là ne te montrera pas qu'elle te reconnaît à ta juste valeur, eh ben ne va pas avec cette personne. Et en faisant ça, j'ai réappris à m'aimer. Donc ça a été la première chose. Moi, je me rappelle quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça m'a aidée parce que je ne m'aimais tellement pas, j'avais tellement pas confiance en moi que je pouvais facturer un coaching de 1 mois 150 €. Avec 3 heures de coaching par semaine, hein, mais genre zinzin la fille, tu vois, parce que j'avais pas conscience de ma valeur. Je sais pas si j'avais pas confiance, mais en tout cas je ne m'aimais pas. Donc au fur et à mesure donc que tout s'est goupillé, que le syndrome de l'imposteur est parti, parce qu'en fait moi je dis pas aux gens de aime-toi et augmente tes prix. Non, j'ai fait mes preuves petit à petit. En fait, il y a pas de valeur perçue là, la valeur elle était réelle, c'est-à-dire que j'ai commencé à ce prix-là et j'ai réalisé j'ai facturé 150 personnes, 150 € quelqu'un pour lui apporter tout ça de résultats, ça ne vaut pas. C'est la vraie valeur là dont on parle. Et au fur et à mesure, donc non seulement dans ma vie je
j'ai réappris à m'aimer. Donc forcément, quand on apprend à aimer, à s'estimer, on est capable de voir sa valeur et donc d'augmenter ses prix. Mais non seulement dans l'expérience, j'ai fait lentement mais sûrement. J'ai passé d'abord mes coachings de 1 mois à 150, ensuite j'ai passé à 500, ensuite j'ai passé à 600, ensuite j'ai passé à 1000 par mois. Là, je parle parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, que je voyais la valeur que j'apportais, que je me positionnais par rapport à mon marché, que je voyais les résultats des autres, tout est venu en fait naturellement. Et en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai pris confiance en moi parce que j'ai eu des résultats. On peut pas arriver du jour au lendemain et se dire ok, je suis quelqu'un de génial et alors qu'on n'a jamais apporté de résultats. Il faut se prouver les choses. Avoir trop confiance, c'est pas bon, mais prouver justement au monde qu'on mérite ce qu'on apporte, ça c'est autre chose. Donc c'est pour ça que je suis complètement contre ces débilités de valeur perçue. C'est bien la valeur perçue, bien sûr on peut augmenter notre valeur perçue avec plein de choses, mais moi je trouve que c'est à la limite de l'arnaque. Quand je vois des mecs là sur Insta qui vont tarifer quelqu'un 10 000 euros pour un truc que quelqu'un d'autre facturait 1 000 euros, pas une idée de valeur perçue là, c'est de l'arnaque. Il y a personne, à moins que tu sois Jeff Bezos, il y a personne qui t'autorise à facturer ces choses-là. Et d'ailleurs la plupart des gens qui vont payer pour ces choses-là font partie d'une secte. Voilà, en fait, on sait qu'on n'est plus dans des choses qui sont normales, mais ce que je veux dire c'est que le syndrome de l'imposteur, en tout cas, il part au fur et à mesure du temps et de l'expérience qu'on se forge, et il est lié à l'estime qu'on a de nous-mêmes et de l'expérience que l'on a et comment on se positionne du coup par rapport aux autres. Parce qu'on peut pas facturer 10K et voir que le monde entier là ne se positionne pas comme ça. Là, il y a personne qui. Il faut se positionner par rapport aux autres. C'est super important parce que on va s'entendre. C'est que si on veut que notre business il marche, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Si demain on est quelqu'un qui vient de débuter, pourquoi est-ce qu'on facturait comme quelqu'un ça fait 6 ans qu'il fait ce qu'il fait? Nous, ça fait 7 ans que je fais ce que je fais. Et donc quand j'ai commencé, j'avais le syndrome de l'imposteur, je facturais ce prix-là et je ne regrette pas d'avoir facturé ce prix-là. Je ne méritais pas plus à ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais, je débutais. C'était mes premiers clients. Donc, on peut pas se lancer et partir du jour au lendemain. Allô, je facture comme les prix de quelqu'un qui fait ça depuis des années. Ça ferait pas de sens. En plus, de toute façon, ça nous donnerait des difficultés à trouver des clients. Moi, j'avais pas de mal à trouver des clients au début parce que je facturais peu, mais en même temps, j'apportais peu. Je venais de commencer. Je savais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, je facture beaucoup plus et je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte. Et donc, forcément, quand on est, entre guillemets, on a eu autant de bons résultats, on ne peut pas ne pas avoir confiance. Il faudrait que je me déteste pour ne pas avoir confiance en ce que j'apporte parce qu'aujourd'hui, j'ai changé des vies, littéralement. Là encore récemment, j'ai un de mes clients qui s'appelle Steven. Et lui, il gagne déjà bien sa vie grâce à l'immobilier. Il a lancé ses formations. Son compte, en 5 mois, on l'a fait passer de 1000 abonnés à 17 000 vrais abonnés qualifiés. Je peux te dire que son Calendly, il est fully book et que le mec, il vendait quasiment pas de formation, pas parce qu'il est pas légitime. Le mec, il a un patrimoine immobilier qui est largement plus légitime que tous les gens qui sont dans l'immobilier aujourd'hui qui vendent des formations. Mais il fallait prouver aux gens qui méritaient ça. Et aujourd'hui, le mec, il est fully book sur son calendrier, il vend des formations en organique comme des petits pains et la seule chose qu'il a fait, c'est de nous prendre en tant qu'agence et consultant pour gérer sa communication. 100% organique. Cette audience qu'il a créée, c'est la sienne, il la possède. Bon, bien sûr, quand je dis la possède, d'Instagram disparaît, il l'a plus, là, on s'entend, bien sûr, ça je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi, on fait de l'organique. L'organique, personne ne pourra dire le contraire. C'est le truc le plus dur à bâtir. Ce n'est pas de la pub, là, c'est un savoir-faire qui est extrêmement rare et très très compliqué parce que il y a très peu de gens qui s'engagent dans cette voie-là parce que c'est super dur. Et ça, personne ne fera dire le contraire. Et c'est pour ça qu'on est les meilleurs aujourd'hui sur ce marché-là entre guillemets de personal branding et croissance organique sur Instagram, parce qu'on s'est engagé dans un secteur qui est super dur et qui donc forcément effraie non seulement beaucoup de gens, mais que les résultats sont entre guillemets pour le rapport investissement sur résultat est très difficile comparé à d'autres niches. Demain, tu mets de l'argent, tu fais dans la pub, tu peux faire des ventes. Là, sur Instagram, que tu bâtis, ça a des atouts qui sont par rapport au reste de la concurrence qui sont pas négligeables, mais du coup qui sont beaucoup plus durs à obtenir. Créer une vraie communauté organique, c'est quelque chose. Si tu te bâtis une réputation, tu sais que tu vas même le jour où tu ne seras plus actif, les gens se souviendront de toi comme étant la référence dans un secteur. C'est en fait tu par définition écrases ta concurrence par qui tu es en fait. Et c'est quelque chose qui est super dur à faire. Donc j'ai pris confiance aujourd'hui en ce que je fais parce que j'ai apporté des résultats exceptionnels dans une niche qui est hyper difficile et compliquée
et que forcément ça le tout fait que j'ai pris confiance en moi, mais ça a pas été du jour au lendemain, ça a été parce que j'ai appris à m'aimer, ça a été parce qu'on a eu des résultats, et c'est parce que aujourd'hui aujourd'hui ce serait même illogique que je n'ai pas confiance en moi face à tout ce que j'ai pu apporter, tout ce que j'ai pu prouver, mais ça prend le temps que ça prend. Aujourd'hui, pourquoi les consultants sont autant confiants, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils apportent et ils ont confiance en ce qu'ils apportent. Tant qu'on n'a pas confiance en ce qu'on apporte, on peut pas vendre. Et ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des modules de vente et de mindset et de closing qui sont sur avoir confiance en ce qu'on vend, tout simplement. Mais quand on vend quelque chose qui nous représente, il faut avoir confiance en nous, du coup. Oui, c'est vrai. Donc, c'est très à la mode en ce moment, le mindset. J'ai une petite question à te poser par rapport à... Alors, je connais presque la réponse parce que tu l'as un petit peu influé, mais du coup, souvent, je pose cette question. Est-ce qu'à un moment donné, t'as dû t'affranchir du regard des autres pour avancer? Ouais. Au début, ça a été super dur. Et je sais que, d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma newsletter il y a 2 jours, que justement, en fait, quand je me suis lancée, j'ai préféré, tu vois, j'avais un compte à 10 000 abonnés sur Instagram, dans la niche voyage et tout. Et quand je me suis lancée, j'ai préféré repartir à zéro, un compte de complètement zéro, que de faire face à toutes ces personnes-là, que j'avais qui étaient dans une niche de toute manière qui n'était pas du tout qualifiée. Mais donc la première chose que j'ai faite, ça a été de bloquer toutes les personnes qui pouvaient me retenir d'être à 100% moi et qui j'étais. Et donc, et au fur et à mesure que le temps est passé, que je prouvais que en fait, j'avais bien fait de me lancer. À l'époque, tu sais, si je m'étais lancée, je pense que les gens auraient critiqué, se seraient dit, de toute façon, on va pas y arriver, etc. Je voulais éviter ce passage. Et directement, en fait, plus en fait ce que j'ai fait a fonctionné, le plus en fait je m'en suis moquée du regard des autres parce qu'en fait je savais que j'avais eu raison de faire ça. Qui va reprocher à quelqu'un de faire les choses pour soi et de réussir? Personne. Les seules personnes qui vont hater, ce sont des haters en fait. Donc en fait, je pense que aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fonctionné comme ça parce que j'aurais pas pu être à 100% libre si j'avais pas bloqué toutes les personnes que je pensais auraient pu me juger au début. Parce qu'il y a des gens, tout simplement, ils vont se conditionner en mode oui, il faut s'en foutre, on fait, et de toute façon, on n'a rien à perdre. Moi, personnellement, j'aurais pas pu réussir. Ça m'aurait trop inconsciemment restreint sans que je le veuille. Donc moi, si aujourd'hui, je me moque complètement du regard des gens parce que mon parcours a prouvé ce que je valais et j'ai plus rien à prouver à personne. Mais à l'époque, quand j'avais des choses à prouver, parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain en disant salut, je suis génial et les gens pensent qu'on est géniaux. Non, il faut prouver aux gens qu'on l'est, en personal branding en tout cas. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé je me suis créé un environnement 100% propice à la réussite, qui va être de se lancer sur une autre plateforme où on n'a pas nos amis proches, on n'a personne, on n'a pas les gens qui... On a juste nous avec nous-mêmes et notre niche et les gens de notre niche. C'est tout. Et je me suis préparée à ça. Et quand j'ai été prête, j'ai fait face au reste du monde. Mais d'abord, j'étais toute seule dans ma niche avec des gens comme moi. Et le fait d'ailleurs de me lancer quand j'étais toute seule m'a beaucoup aidée dans l'entrepreneuriat parce que je me suis retrouvée avec d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi et on s'est beaucoup soutenus au début. Les réseaux sociaux, pour ça, m'ont beaucoup aidée, par exemple. C'est vrai que j'étais toute seule. Moi, j'avais aucune connaissance du business, du milieu, de ce que je faisais. Et rencontrer d'autres personnes qui étaient au même niveau que moi m'ont beaucoup aidée quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, du coup, je me suis créé un environnement favorable à la réussite, sans le regard des gens, en suivant des personnes qui m'inspiraient, pas des personnes à qui je pouvais me comparer ou qui allaient me provoquer de l'insécurité, en faisant en fait plein de choses, pour réussir en fait. La préparation, ça arrive pas du jour au lendemain et ça prend beaucoup d'efforts de créer tout ça. Créer du contenu, créer de la valeur, ça prend du temps. Après, moi j'ai un concept sur le fait qu'il n'y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il faut se concentrer sur soi, pas sur les autres en fait. 100%. Mais le regard des autres, c'est pour moi autre chose. On peut se concentrer sur soi et avoir peur de ce que nos amis vont nous dire. Moi, je me rappelle quand je me suis lancée, j'avais très peur que toutes les personnes, par exemple dans mon école, avec qui j'étais à l'école, c'est tout bête, mais elles me jugent. Et pour éviter tout simplement de juste arriver et dire oui, j'en ai rien à faire des gens, alors j'étais pas capable de faire ça à ce moment-là, je venais de me lancer. Je n'avais pas un mindset d'entrepreneuse là. Aujourd'hui, je m'en moque. Aujourd'hui, c'est logique. Ça fait 1 an et demi que je travaille mon mental. C'est sûr que ça paraît évident. Quand je me suis lancée, j'ai simplement évité tous ces gens-là. Et quand j'ai été prête, je me suis montrée entre guillemets au monde et au reste du monde. Mais
mais il a fallu un temps pour ça. Oui, comme tu dis, souvent, il faut se donner le temps et chacun sa temporalité pour avancer, quoi, et créer sa réussite. Très important. J'ai une dernière petite question avant de clôturer l'épisode. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Je voulais savoir qu'est-ce que toi tu en penses, toi. Est-ce que tu penses qu'il faut lâcher des choses ou il faut rien lâcher? Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans l'autodétermination, cette capacité à ne rien lâcher. Il paraît que ça appartient à des gens qui ont des grandes forces mentales. Oui, moi je suis d'accord, mais qu'il faut nuancer ce que ça veut dire ne rien lâcher. Parce que on ne lâche rien quand on a un objectif et que du coup on met tous les jours des choses en place pour aller dans la direction, pour atteindre cet objectif. Donc même si c'est des petites choses tous les jours, ou même si c'est des petites choses tous les 2 jours, à la fin, on va toujours dans la même direction et donc on peut considérer qu'on ne lâche rien puisque on n'oublie jamais cet objectif-là et notre but final. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, ne rien lâcher, ça veut pas dire ne pas prendre du temps pour soi. Ça veut pas dire ne pas faire de pause. Ne rien lâcher, ça veut simplement dire ne pas oublier quel est son objectif et sur la durée, aller vers cet objectif. Mais tout en se prenant en compte, tout en s'écoutant, tout en étant capable de faire des pauses, tout en ne se comparant pas aux autres parce que les autres vont plus vite ou quoi que ce soit, tout en faisant les choses à son rythme, à sa manière, parce que là, en fait, c'est une question de constance, tout ce dont on parle. Mais la constance, c'est pas forcément tous les jours avoir le même niveau d'intensité. Par contre, s'il y a une personne qui est capable de tous les jours travailler avec le même niveau d'intensité, le mec, il va accomplir de grandes choses. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'humain, la nature humaine veut que nous ne sommes pas capables d'être toujours motivés, on n'est pas capable d'être toujours avoir un grand niveau d'énergie et c'est normal. Et la constance, c'est pas être toujours au max, c'est avoir tous les 2 jours être au max, c'est travailler 2 jours et pas pendant 3 jours. Il y a pas de la constance, c'est simplement être constant, c'est mettre en place des habitudes, une routine, une discipline, mais ça n'indique pas que ça doit être tous les jours par exemple. Et ça n'indique pas qu'il doit y avoir ça doit être 2 plus 2, ça doit être binaire ou quoi que ce soit. Non, c'est la constance, c'est ça en fait. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était un super bon moment de t'écouter sur ton parcours entrepreneurial et comment ton mindset il a évolué pour pouvoir te permettre de faire en tout cas les choses que tu avais envie de faire. Généralement, du coup la fin de l'épisode, je laisse la parole à mon invité pour qu'il clôture par quelque chose qui lui tient à cœur ou un message qu'il a envie de faire passer. Donc quel est ton message? Ça dépend en fait. Si, en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui sont déjà entrepreneurs, peu importe le niveau en fait, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, c'est sûr qu'après tout ce qu'on s'est dit, je pense que vous avez pris conscience que c'est super important d'être discipliné et qu'on ne peut pas ne pas réussir. Mais vraiment, c'est un fait, c'est mathématique en fait. Si tous les jours si on n'oublie pas son objectif et que tous les jours, que on fait en sorte d'aller vers cet objectif-là, vers cet objectif final au quotidien. Et en fait, et c'est très important aussi, je pense, de s'écouter et de pas pas se comparer aux autres. Et que c'est pas parce que quelqu'un a réussi à devenir millionnaire du jour au lendemain que le fait que nous on va plus lentement, ça nous fait être de moins bons entrepreneurs ou que ça nous fait être tout simplement moins bons, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, il n'y a pas de bons ou de mauvais entrepreneurs, il y a juste nous-mêmes, notre manière de faire. Et en fait, peu importe, comme on dit, en fait, on peut travailler pendant des mois. Il faut travailler pendant des mois pour obtenir un succès du jour au lendemain. Et peu importe, en fait, où vous en êtes dans votre parcours aujourd'hui, c'est qu'une question de temps si vous avez la bonne discipline. Parce que personne n'est motivé tous les jours. Mais par contre, être discipliné, ça veut dire que même quand il n'y a pas la motivation, on fait les choses et mathématiquement, vous êtes obligé de réussir un jour. Quelqu'un qui est déjà un entrepreneur accompli sera d'accord avec moi, j'imagine. Et quelqu'un qui se lance comprendra tous les enjeux et j'espère se lancera et voudra rester constant le plus possible et discipliné. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour ce témoignage très inspirant et qui, j'espère, inspirera plein d'entrepreneurs ou de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui vont oser, tout simplement, parce que c'est un peu si on devait résumer les choses, c'est que t'as pris confiance en faisant et puis du coup t'as osé en fait, tout simplement, t'as eu le déclic. Voilà. Et écoute, comment on fait pour te retrouver si on a envie d'échanger avec toi? Sur mon Instagram, sj
.social. Voilà, super. Bah écoute, pour tous ceux qui voudraient prendre attache avec Sophie, n'hésitez pas à aller sur Instagram, à la suivre et puis à la contacter si besoin. Je pense qu'elle prendra le temps de vous répondre et d'échanger avec vous. Merci beaucoup Sophie, et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.